Qu'est-ce que la cardiomyopathie du péripartum ? La définition a évolué sur les 10 dernières années. La dernière en date, qui date de 2018-2019, c'est la survenue d'une insuffisance cardiaque clinique avec une fraction d'éjection à moins de 45% sur l'échographie cardiaque, avec un VG qui n'est pas forcément dilaté. Ça survient, alors le timing est moins précis qu'avant, on parle de la fin de grossesse à quelques mois suivant l'accouchement. Globalement, retenez peut-être le dernier mois de la grossesse et jusqu'à 6 mois après l'accouchement. Et la cause n'est pas connue, c'est idiopathique, donc c'est sans cause cardiaque identifiée et sans antécédent cardiaque connu. C'est donc un diagnostic d'exclusion. Et en termes d'incidence, voilà, on va du simple au x10, 1 pour 1000 aux États-Unis jusqu'à 1 pour 10 000 au Danemark. Je vais passer rapidement sur les diagnostics différentiels, étant donné le peu de temps que j'ai. Il y en a pas mal à évoquer avant de parler de cardiomyopathie du péripartum. J'ai retenu les deux plus compliqués à mon sens, qui sont la cardiomyopathie dilatée et la myocardite. Qu'est-ce qui nous permet de nous orienter vers un diagnostic ou un autre ? Il y a le contexte où, et éventuellement dans la cardiomyopathie dilatée, on aurait peut-être des symptômes qui seraient un peu plus passés inaperçus, et puis une histoire familiale puisque c'est une cause génétique. Dans les biomarqueurs, on a éventuellement une élévation plus élevée de la troponine, même si on peut avoir des troponines augmentées dans la cardiomyopathie du péripartum. L'évolution est un peu plus lente dans les cardiomyopathies dilatées. L'IRM cardiaque peut éventuellement différencier les trois, mais pas forcément très simplement. Si les biopsies dans le cadre de la myocardite peuvent nous aider, les tests génétiques dans les cardiomyopathies dilatées peuvent nous aider. Et en théorie, on a une récupération complète possible dans les cardiomyopathies du péripartum et peut-être un peu moins dans les deux autres. La physiopathologie, il faut s'accrocher un peu pour essayer de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un un jour a compris vraiment. Je vais vous parler donc avec ce schéma juste là, d'une voie qu'ils appellent vasculo-hormonale de la cardiomyopathie du péripartum, juste pour vous montrer déjà l'incidence. J'ai un petit truc, oui. L'incidence qui est donc qui survient surtout dans le premier mois en postpartum, et tout cela est contemporain en fait d'une chute du débit cardiaque, CO c'est le débit cardiaque, et d'une chute de l'hormone de la prolactine et d'un facteur soluble qu'ils appellent SFLT1. Globalement, qu'est-ce qui se passe ? On a imaginez on ne sait pourquoi, mais une ambiance de stress oxydatif qui fait que la prolactine qui est sécrétée durant toute la grossesse se fait transformer, se fait cliver par la captepsine D en une petite molécule qui va en fait avoir des propriétés anti-angiogéniques avec sécrétion de micro-ARN qui vont avoir une toxicité au niveau du cœur. Donc ça part, et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? C'est parce qu'on a éventuellement un traitement dont je vais parler plus tard qui est la bromocriptine qui va inhiber la sécrétion de prolactine et du coup qui va éviter qu'elle se transforme en anti-angiogénique. Et on a également une sécrétion de ce fameux facteur soluble dont je vous ai parlé tout à l'heure par l'utérus qui va avoir des propriétés anti-angiogéniques et une toxicité, production de ces micro-ARN et toxicité au niveau du cœur. Il y a d'autres théories, on pourra y revenir si vous voulez. Les facteurs de risque viennent un peu faire écho avec ceux que Jackie vient de nous expliquer. Les grossesses multiples ou la multiparité, les femmes issues de race noire, l'éclampsie ou la pré-éclampsie. On a effectivement des taux augmentés de ce facteur soluble-là chez les femmes qui font des éclampsies ou des pré-éclampsies. Des âges un petit peu... pas extrême, mais moins de 20 ans et plus de 30 ans pour la grossesse, une tocolyse prolongée, des facteurs de risque cardiovasculaire et la prise de cocaïne. Le traitement dépend évidemment de la tolérance de la... On voit peut-être pas très bien. C'est 2019, ça c'est la dernière chose que j'ai trouvée en date. Vous voyez au moins 3 colonnes. Le traitement dépend de la tolérance de la cardiomyopathie, de la cardiomyopathie retrouvée. Si elle est bien tolérée, globalement, elle se traite par des médicaments oraux et puis des médicaments de l'insuffisance cardiaque qu'on connaît qui sont... attention à faire attention si on est en contexte de grossesse ou de postpartum. C'est ensuite, si elle est moyennement tolérée, voire très très mal tolérée, qu'on va discuter de la bromocriptine, éventuellement de l'assistance circulatoire
et du traitement diurétique et de l'insuffisance cardiaque par voie intraveineuse. La bromocriptine, on lui a trouvé un intérêt il y a une dizaine d'années sur une petite série, cependant randomisée avec 10 patientes dans chacun des bras, avec un common point, la fraction d'éjection qui clairement est mieux quand les patients sont sous bromocriptine, avec 27% de fraction d'éjection avant traitement qui passe à 58% après traitement, à 6 mois de suivi. On a également, j'essaie de vous donner des choses un peu récentes, voilà, une étude un peu plus récente sur finalement la bromocriptine, ça marche, combien de temps est-ce qu'il faut la donner? Eh bien en gros, on avait un bras avec 1 semaine, un bras avec 8 semaines, ça se passe mieux avec une bonne récupération quasiment à 70-80% quand on a une durée de traitement qui est plus longue. Il faut également considérer un traitement anticoagulant quand on a une cardiomyopathie du péripartum. On verra à la diapositive suivante, les complications thrombobiliques sont les plus fréquentes dans la cardiomyopathie du péripartum. On a le contexte d'hypercoagulabilité durant la grossesse. On a des thrombus qui sont décrits. Il faut anticoaguler la patiente plutôt par héparine et pas par AVK. Est-ce qu'il faut arrêter l'allaitement ? Le débat est ouvert, a priori plutôt non, et puis peut-être qu'on pourra m'aider peut-être à étayer la réponse. Plutôt non pour les raisons qui sont que l'allaitement c'est bon pour le bébé, ça évite la dénutrition, et au final il y a des petites études rétrospectives qui montrent que la poursuite de l'allaitement, si c'est possible, ne donnait pas un pronostic plus péjoratif pour ces patientes et leurs bébés. On parle de dysfonction VG, on a des patientes qui ont par définition moins de 45% de fraction d'éjection, ce qui les expose potentiellement et théoriquement à un risque rythmique qui est vrai, puisque dans cette petite série que j'ai retrouvée, qui considérait 9 patientes avec une fraction d'éjection à moins de 45%, 7 ont accepté d'avoir une live vest pendant une durée qui est ici, donc qui va de 25 jours à presque 1 an. Et sur ces 7 patientes, il y en a 3 qui ont reçu un choc électrique approprié. Et comme vous pouvez le voir, on a des choses plutôt, deux chocs électriques plutôt au début, pendant qu'elles sont en train de récupérer leur fraction d'éjection, et un choc électrique un peu plus tard dans l'évolution, avec une fraction d'éjection qui n'était pas tout à fait normalisée. Le pronostic... pas facile d'avoir des chiffres précis de pronostic. En gros, il y a 13% de complications, avec une mortalité intra-hospitalière de 1,3% et des complications thromboemboliques plus fréquentes, donc qui sont les plus fréquentes dans 6% de la population. Alors, est-ce qu'elle récupère ou est-ce qu'elle ne récupère pas ? Globalement, elle récupère, mais pas toutes, dans une proportion qui varie en fonction des études. Je vous ai mis, je crois, la plus récente, qui est une cohorte allemande, 66 patientes. Il y a des cohortes plus grandes, mais un peu plus anciennes, et puis avec un suivi à 5 ans. Ça ne se passe pas trop mal, en tout cas dans cette étude et dans cette cohorte, c'est-à-dire qu'à 5 ans, on en a presque 80% qui récupèrent une fraction d'éjection à plus de 50%. On a aussi un petit décès et puis quelques-unes quand même qui ne récupéreront pas, et du coup peut-être se pose la question des diagnostics différentiels dans ce cadre-là. Faut-il arrêter le traitement après la récupération ? C'est-à-dire que nos patientes, on leur a mis un traitement de l'insuffisance cardiaque, peut-être IV au début, puis ensuite Péros. Pareil, le débat est lancé, je vous donne quelques pistes. Globalement, on a l'impression qu'elle garde un myocarde un petit peu abîmé, avec un strain longitudinal qui est un petit peu abaissé malgré une récupération quasiment totale de la fraction d'éjection. On a des personnes ici en 2019 dans une petite série qui montrait une détérioration de la FEVG chez un petit nombre de patients. Et puis cette étude récente que j'avoue j'ai découverte, qui montrait quand même 44% de détérioration de la FEVG dans les CMD qui avaient récupéré. Alors, est-ce qu'on peut extrapoler ça dans les cardiomyopathies du péripartum ? Voilà, je vous donne des pistes.
Le risque de récurrence, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'elles ont fait une cardiomyopathie du péripartum, que éventuellement elles ont récupéré plus ou moins bien, qu'est-ce qui va se passer ? Cette étude me paraît intéressante dans le sens où on a des chiffres au moins à peu près clairs. Vous avez en haut celles qui n'ont pas tout à fait récupéré et celles qui ont récupéré totalement, 96 grossesses et 98 dans l'autre bras. Et on a quand même 48%, entre parenthèses là, 48% des patientes qui vont redégrader leur fraction d'éjection lorsqu'elles n'ont pas complètement récupéré leur fraction d'éjection une fraction d'éjection normale avant leur grossesse. Et ici quand même, malgré le fait que elles ont récupéré complètement après leur épisode de cardiomyopathie du péripartum, 27% vont détériorer leur fraction d'éjection. Alors, du coup, le message clé qu'on voit un petit peu partout est il faut évidemment surveiller les patientes en cas de nouvelle grossesse. La discussion sur est-ce que c'est souhaitable ou pas est clairement multidisciplinaire et à discuter lors d'une consultation préconceptionnelle idéalement. Il faut au moins échographie et NT-proBNP à chaque trimestre et puis évidemment une surveillance un mois après l'accouchement au moins. Au final, la cardiomyopathie du péripartum, c'est une incidence qui est faible, avec des mécanismes qui sont mal compris. C'est probablement un paquet dans lequel il y a des diagnostics différentiels qui éventuellement peuvent expliquer que tout le monde ne récupère pas complètement. Il faut une approche multidisciplinaire et clairement en communication avec le service d'obstétrique. J'ai essayé de vous mettre des chiffres. En gros, c'est 60 à 80% de récupération à peu près complète de la fraction d'éjection. Les restes gardent une dysfonction VG en général modérée. Bien sûr, il faut informer la patiente d'un éventuel risque de récidive en cas de nouvelle grossesse et il faut évidemment la surveiller. Et il y a pas mal d'interrogations sur notamment le traitement, la durée, est-ce qu'il faut arrêter, oui, non, et les facteurs pronostiques qui pourraient éventuellement nous aider à mieux les prendre en charge. Je vous remercie. Quand on vous écoute, toi, Jackie, on se dit que l'écho de grossesse, c'est bien, mais on voudrait un tout petit échographie cardiaque de temps en temps chez les patientes. Ouais. Des stéthoscopes ne suffisant pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Carole ? Oui. Bravo pour la présentation. Merci. Effectivement, dans la conclusion, tu l'as dit, effectivement, l'hétérogénéité possible des entités dans le package étiqueté cardiomyopathie du péripartum. Qu'en est-il des données ou de l'expérience par rapport au chevauchement possible effectivement des diagnostics par rapport aux poussées d'HTA majeures avec prééclampsie, avec possible dysfonction systolique transitoire, ou des décharges catécholaminergiques avec possible cardiopathie de stress Takotsubo. Oui, ou tout à fait. Effectivement des cardiopathies et le lien possible avec une hypertrophie associée à la dysfonction, que l'hypertrophie soit secondaire à l'HTA ou une cardiomyopathie qui était préexistante. Parce qu'on peut tomber sur une dysfonction VG alors que la patiente, peut-être qu'elle l'avait déjà bien avant, mais on ne peut pas savoir, effectivement. Donc, est-ce que c'est vrai que ça fait très hétérogène, ça nous rappelle l'hétérogénéité de la cardiopathie, de l'insuffisance cardiaque à FE préservée, on peut mettre tout, mais là, en aigu, effectivement, il y a l'HVG, l'HTA, le Takotsubo et la cardiomyopathie possible avant. Oui. Alors, en termes de chiffres, je vais avoir du mal à vous dire dans ce pêle-mêle un petit peu en gros, dysfonction VG découverte en fin de grossesse. Difficile de vous dire lesquelles sont en gros idiopathiques, c'est-à-dire cardiomyopathie du péripartum et celles qui sont expliquées. Ce qui est sûr, j'ai quand même l'impression que dans le diagnostic de cardiomyopathie du péripartum, il y a ce côté vraiment aigu de grossesse et de contexte. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles sont dans cette ambiance oxydative, de stress oxydatif. Donc il y a quand même ce contexte aigu. Bon, le Takotsubo, j'en ai pas parlé parce que manifestement, je ne suis pas échographiste. À l'échographie,
l'aspect, bon alors il y a des choses atypiques, mais l'aspect du Takotsubo peut quand même nous orienter, enfin l'aspect à l'échographie, excusez-moi, du ventricule gauche peut nous orienter plutôt vers un Takotsubo que plutôt vers une cardiomyopathie du péripartum. C'est pour ça que j'en ai pas parlé là, je voulais cerner un peu les choses. Donc Takotsubo, a priori l'échographie nous aide. La poussée effectivement d'hypertension ou la prééclampsie tout court, est-ce que difficile de dire. Ce qui est sûr, ce que j'ai vu beaucoup dans ce que j'ai lu pour essayer de comprendre la physiopathe, c'est qu'il y a quand même un lien entre la prééclampsie ou éclampsie. Alors Jackie me contrôle Jackie. Entre éclampsie et prééclampsie et cardiomyopathie du péripartum. Il y a un peu le même mécanisme, j'ai l'impression. Et peut-être pareil dans les grosses crises hypertensives, peut-être. Autre question pour Carole ? Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces femmes qui font cardiomyopathie du péripartum à la première grossesse, et quand elles reviennent et qu'elles veulent une deuxième grossesse, vous leur dites quoi ? Nous, on en a eu quelques-unes, il y en a peu, parce que souvent ça refroidit un peu. Nous, on en a eu quelques-unes, on s'est beaucoup basé sur certaines études qui disent que quand elles ont récupéré une fonction normale, ça va pas trop mal. Voilà, ça va pas trop mal. Alors ça veut tout et rien dire, pas trop mal, mais globalement ça va pas trop mal. Les quelques-unes qu'on a eues, elles n'ont pas fait de complications. Bon, elles étaient sous bêta-bloquants, elles étaient suivies. On les a pas laissées aller jusqu'à la fin de la grossesse. On a été très actifs et très vigilants. Globalement, c'était celles qui allaient le mieux qui ont souhaité aussi avoir une nouvelle grossesse. Donc ça nous a facilité un peu la tâche. On partait sur des cœurs qui avaient quasiment tout récupéré, qui étaient bien suivis. Après, on peut toujours avoir, effectivement, c'est pas toutes, mais celles qui gardent un cœur très malade, souvent, on n'a pas de demande de grossesse, en tout cas. Et la génétique de ces patientes, on en tire quoi, alors, finalement ? On les change de classe ou il y a une génétique la cardiomyopathie du péripartum ? Non, ce que j'ai le plus retrouvé, c'est des variants. Il parle de variants sur le gène de la titine, qui est le gène le plus retrouvé dans les cardiomyopathies dilatées. Donc, il parle de variants communs entre cardiomyopathie du péripartum et CMD, ce qui fait que je pense que pour le coup, pour ces dames-là, à mon avis, la CMD soit préexistait à la grossesse, soit a été déclenchée par la grossesse, on ne sait pas trop, mais probablement qu'on est plus dans le registre de la CMD.